ce que je propose, c'est de peut-être voir si vous avez des questions. Moi, j'en ai plein. Je pense qu'on en a plein entre nous. Mais peut-être on va, comme on a déjà pas mal parlé, si certains ont des questions, prendre tout de suite des questions dans la salle. Merci beaucoup. Dans les trois exposés, enfin dans les deux exposés en tout cas de démonstration de la manière d'envisager l'avenir pour des entreprises à rentabilité, on va dire. Est-ce qu'il y a des moments dans les histoires de vos organisations respectives où vous avez senti que le modèle était vraiment plus soutenable, enfin que la pérennité en fait était simplement à remettre en question? Oui, pour le cas de l'eau, en tout cas, c'était assez clair. Dès lors que, en fait, dans un service de l'eau, il y a ce qu'on appelle les coûts fixes et les coûts variables qui s'alignent sur la consommation. Et on voyait bien que si la part variable descendait, les coûts fixes restaient les mêmes, et qu'on a tout de suite compris que les consommateurs ne pourraient pas accepter de réduire leur consommation d'eau tout en voyant leur facture rester au même niveau. Or, mathématiquement, pour nous, le coût fixe, il est toujours fixe, il est toujours là. Donc, on voyait que le modèle n'était pas soutenable. Donc, c'est comme ça qu'on s'est mis. Nous, du mode on n'est pas vraiment dans l'anticipation. On est plutôt à subir des changements de tout ordre, climatiques et économiques, jusqu'au dernier qui vient d'arriver il y a un mois, où les Chinois ont fait une OPA sur le groupe Hammersport et ont racheté Hammersport. Donc là, on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est un nouveau changement, mais quelque part, tous ces changements qui, dans un monde ouvrier, étaient très douloureux au départ, je dirais que là, après les 10 dernières années, on a eu énormément de changements. Ce dernier acte de rachat par les Chinois, qui est une sorte de fabuleuse pirouette de l'histoire, et finalement, on y était presque préparé. C'est nous qui l'avons amené, ce changement-là. Et on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. On sait que tout va être remis à plat, remis en cause. Et quelque part, il y a un énorme stress des équipes, mais il y a quelque part une sérénité, tellement on a été habitué au changement ces derniers temps. Donc voilà, on est sur un fil tendu où tout est très délicat, les prises de décision et l'incertitude, elle est très très forte. Le stress est palpable chez le moindre collègue dès qu'on le croise. Les gens sont fragilisés. Mais on dirait que finalement, les Chinois vont nous aider peut-être encore à passer une nouvelle étape de transformation, puisque leur but, il est clair, c'est les Jeux Olympiques de 2022 à Pékin. Et s'ils viennent acheter une entreprise qui fait du ski, c'est pas pour eux rien. Donc on sait qu'il y a encore de la neige là-bas, on sait que c'est un grand territoire. Voilà. Mais voilà, on est sur le fil et à un point d'équilibre avec beaucoup d'incertitudes. À étudier des scénarios, c'est sûr, certainement pas assez. À se remettre en cause, certainement pas assez. Et je pense que les nouvelles approches comme celles que tu proposes, elles sont nécessaires, parce que pour se préparer à l'incertitude et au changement, alors quand on en a subi beaucoup et qu'on est passé à travers, oui, on est un peu endurci, mais c'est pas ça qui nous donne forcément la bonne attitude, surtout dans les moments de stress, pour prendre les bonnes décisions. Je réfléchissais aussi à la déconstruction des produits, et ça, oui, il faut l'étudier. C'est tout un cycle, faire durer les produits le plus longtemps possible, etc. Nous, on essaye de faire moins et de faire mieux, mais malgré tout, il faut maintenir un certain business. Donc, où est-ce qu'on met la valeur des choses ? À quel moment de la création est-ce que ça va devenir... Et puis sortir d'une boîte qui faisait de la mécanique à être une boîte qui fait du service aussi. Ça, je pense qu'on a beaucoup à apprendre là-dessus, parce que le business de la location, posséder quelque chose, c'est plus quelque chose qui a vraiment de valeur pour les nouvelles générations. Donc il faut rentrer dans ce monde-là. Et c'est vrai que dans nos montagnes, on a un petit peu du mal à faire ce pas, mais on va devoir le faire.
Et un scénario de fin. Il n'y a pas certains de vos scénarios d'anticipation qui planifieraient la fin de l'entreprise? Parce qu'elle a plus de sens, en fait, parce qu'à s'épuiser, à essayer de se pérenniser. Peut-être pas les laisser répondre sur ça, mais juste un chiffre. Alors, c'est pas un chiffre français, mais aux États-Unis, vous avez un index qui s'appelle Standard & Poor's qui caractérise 500 entreprises donc, qui sont valorisées. Sur cet index, en fait, vous aviez l'espérance de vie des entreprises cotées était de 60 ans dans les années 60. Aujourd'hui, on est en dessous de 20 ans. Et donc on voit une obsolescence en fait accrue des modèles d'activité et des positionnements des entreprises. Et en fait en France, donc il y a tout un débat sur ça, qui est que l'espérance de vie des entreprises, notamment du CAC 40, est beaucoup trop élevée relativement à ce qui se passe outre-Manche, dans une logique en fait de capacité à intégrer le changement, à le faire évoluer avec des ruptures majeures. Et finalement, quand on se passe dans une entreprise, l'enjeu premier, c'est de faire durer la vie de l'entreprise. Mais en fait, à l'aune d'une population d'entreprises, la normalité, c'est la fin de vie. En fait, c'est le décès de l'entreprise sur un rythme plus ou moins élevé selon les secteurs. Et voilà. Et clairement, le modèle de rupture, en fait, que moi je peux observer entre le 20e et le 21e siècle, c'est qu'en fait, le 20e siècle, c'est on fabrique des organisations qui durent pour fabriquer de la certitude. Donc en gros, le Coca-Cola, il est le même partout. On se dit même pas, tiens, est-ce qu'il va être défectueux? Enfin voilà, on se pose pas cette question. Il est toujours le même, mais il reste dans le temps. Et on voit apparaître une nouvelle industrie, qui est l'industrie de la Silicon Valley, qui se reproduit ailleurs dans un territoire très particulier, qui elle est une industrie qui fabrique de l'improbable avec certitude. C'est-à-dire que le taux d'échec des entreprises de la Silicon Valley, c'est 70, 80, 90% selon le secteur. Mais on sait qu'il y a toujours des entreprises qui vont rester et qui vont venir faire évoluer des marchés et qui vont mettre en difficulté des acteurs en place. Et une des stratégies en fait des entreprises pour durer, c'est de faire vivre ce que certains ont appelé, notamment James March, l'ambidextrie organisationnelle, c'est-à-dire une capacité à faire tenir ensemble l'exploitation et l'exploration. Or, ces deux modèles d'action et de pensée sont totalement antinomiques. Dans l'un, vous optimisez de l'existant, dans l'autre, vous construisez de l'exploration sans mesurer de ROI. Et donc, pour faire ça, il y a la constitution dans des entreprises d'unités séparées qui sont dédiées à ça, et de plus en plus, des stratégies d'acquisition de start-up qui vont permettre de faire évoluer le modèle, non pas en interne, mais aussi avec des modèles externes. Vous avez un cas emblématique de cette stratégie qui a très très bien fonctionné jusqu'à présent, qui est le groupe de médias allemand Axel Springer, qui a entre 2005 et 2009, si mes souvenirs sont bons, acheté 90 startups dans le monde des médias et qui a permis de basculer sur ce nouvel ère digitale. Et donc une des questions en fait par rapport au sujet du climat, c'est comment des acteurs qui étaient il y a quelques années un peu farfelus, finalement deviennent déterminants pour se transformer. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la Silicon Valley, vous avez toujours eu un rapport assez intéressant entre le monde du capital, de l'argent, du business, et le monde idéologiquement anticapitaliste, opposé sur bien des plans au système, avec notamment cette alchimie entre l'université de Berkeley et de Stanford, le monde des hackers, etc. Et donc cet univers de la contestation, elle est historiquement et structurellement récupérée par le capitalisme, et on voit ce phénomène en place pour le monde de l'écologie. Vous avez plein de startups aujourd'hui qui s'appuient sur des modèles qui existent depuis très longtemps dans le monde finalement de l'écologie militante, quoi, avec des logiques qui restent capitalistes. Mais bon, donc peut-être voilà, je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est un complément sur les enjeux de la survie des organisations. Il y a une autre question. Oui. J'arrive. Pardon. Merci. Bonjour, moi je suis Laure Choquer, je suis la collègue de Simone et Olivier, je travaille au pôle recherche aussi. Et j'ai plein de questions qui me viennent en tête parce que j'ai une formation de designer, mais j'ai aussi une formation en école de commerce. Donc c'est deux univers qui se rencontrent pas forcément, là ils se rencontrent aujourd'hui. Et Sébastien, vous décrivez votre méthode d'art thinking. C'est moi, c'est Sylvain. Pardon, Sylvain. C'est bon. Vous décrivez votre méthode d'art thinking comme créer de l'improbable avec certitude. Le pays d'invité d'honneur à la Biennale, c'est la Chine. On a vu dans des conférences précédentes que justement,
j'ai l'impression que ce fait de créer de l'improbable avec certitude, c'est un peu leur méthode. On a pu le voir par exemple avec leur Vélib qui s'appelle le Moby Bike, où ils ont commencé à produire ce vélo avant même de faire des enquêtes de terrain, par exemple. Donc ils ont une capacité à produire énormément, ils ont une capacité de réaction pour s'adapter en fait aux changements de scénario d'usage qu'ils vont voir en mettant un premier modèle sur le marché. Ils vont voir qu'il y a certaines... il faut qu'ils adaptent leur premier modèle pour qu'ils correspondent mieux aux usages, etc. Parce qu'ils n'ont pas fait de scénario d'usage avant, ils ne les ont pas étudiés avant. Donc ils créent vraiment de l'improbable avec certitude. Or, j'ai l'impression que, paradoxalement, la démarche de Baptiste, c'est plutôt de créer du probable avec incertitude. Est-ce que vous pensez que vos deux méthodes, du coup, peuvent se lier à un certain moment, puisque ce matin, on parlait de liens, de relations avec Cynthia Fleury et Michel Lusso. Je commence. Je vais essayer de commencer. C'est une super question. Alors, moi, je travaille régulièrement avec des designers. On a des étudiants en fait, dans l'option entrepreneuriat de Paris, Madrid, Berlin et Londres qui viennent d'écoles de design, en l'occurrence l'ENSI et Strat. Et plusieurs des artistes avec qui je travaille ont aussi une formation de designer. Ensuite, la méthode que je développe, elle a vocation à être complémentaire du design thinking et du design en général. Et donc, ce n'est pas une méthode qui a vocation à remettre en question des méthodes en place, elle est complémentaire. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tant les utilisateurs et les clients. Donc, on parle beaucoup, vous savez, du fit entre le produit, enfin, le marché et le produit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre le créateur et son projet. Et donc dans le design thinking, par exemple, on a beaucoup l'enjeu de l'empathie pour les utilisateurs, pour l'usage. Dans les modèles d'affaires, on s'occupe beaucoup des clients. Et en fait, à chaque fois, on oublie le créateur. On sait, il y a plein de travaux de recherche et d'observation qui montrent que le créateur, s'il n'a pas de lien et s'il n'incarne pas son projet, ça va vite être problématique. Et donc la question que j'avais, c'est comment on arrive à faire en sorte que les gens puissent mettre d'eux-mêmes dans leur travail. Et l'enjeu de l'incarnation, en fait, dans le monde des classes prépa et des grandes écoles, d'une part, et dans le monde des grands groupes, d'autre part, il est absolument pas présent. En fait, les gens doivent être des professionnels. Moi, dans une école de commerce normale, on s'intéresse pas aux élèves au sens de d'essayer de trouver, de les aider à les accompagner sur le chemin de leur passion, quoi. On va, voilà, en gros, vous êtes consultant, vous êtes dans la banque, et puis vous faites une carrière dans les meilleures entreprises, et c'est ça qui est l'enjeu historique, quoi. Et donc l'art thinking, la vocation première, c'est d'aider les gens à voir comment on peut être professionnel tout en l'étant soi-même, et comment le fait de faire des choses, ça transforme qui on est par le processus de fabrication de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est mon intérêt. Donc c'est assez différent des enjeux effectivement des usages et de comprendre les usages. Et juste pour finir par rapport au cas que vous mentionnez, en fait, tout l'enjeu des startups en général, c'est donc la méthode agile, c'est-à-dire de réussir dans un contexte d'incertitude, non pas à prédire et à construire un scénario de ce qui pourrait être, mais de fabriquer des prototypes qu'on va très vite tester avec le minimum de coûts et de ressources pour apprendre des retours marché. Donc dans le cas, en l'occurrence mentionné, je pense que ça a été trop vite. Il y a un enjeu politique très fort, je pense, dans ce cas-là, qui fait qu'on ne prend pas forcément les décisions les plus pertinentes pour l'écosystème des utilisateurs. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, je ne sais pas si le probable avec incertitude correspond à votre méthode. Si, je dirais, en effet, dans les logiques sur lesquelles je suis en train de réfléchir, on est dans des scénarios où on intègre énormément de variables. Donc il y a un facteur d'adaptation qui est absolument considérable. C'est-à-dire que lorsque vous vous adaptez non pas à un flux de matière qui a été redigéré par le recyclage et donc à des matériaux qui sont restandardisés, vous êtes obligé de développer des stratégies de développement produit qui vont intégrer un certain nombre de variables qui sont liées elles-mêmes à toute la spécificité des flux.
Il peut s'agir de spécificité de forme, de variation dans le temps, et le but étant de prendre en compte ces éléments dès la conception du produit. Et c'est essayer donc, quand on développe l'éco-conception, c'est-à-dire que les produits ne sont pas ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. On ne peut pas considérer comme dans une logique de projet où on dessine un produit, si on se dit si on le fabrique dans 10 ans, ce sera le même. Là, c'est absolument impossible. Vous êtes obligé d'être en corrélation avec des logiques de stockage et d'être synchrone avec la spécificité des matériaux qui circulent dans le territoire. Donc c'est refaire prise avec toutes ces spécificités, c'est trouver l'intégralité des réseaux, et en tout cas pour essayer de ramener un petit peu de certitude dans ces aspects-là. On peut avoir plusieurs logiques. Soit on développe des produits qui sont complètement à caractère unique, et dans ce cas-là, il y a de l'improbable tout le temps. Soit on continue à essayer de développer des séries, mais dans lesquelles on va introduire de la nuance et au fur et à mesure de l'évolution des matériaux qui sont disponibles. Et tout ça, c'est une grande difficulté à essayer d'introduire dans des logiques de planification. Donc c'est vrai que toutes ces variables sont absolument essentielles. Je ne sais pas si j'ai bien... Une dernière question peut-être. Là, il y avait une, j'ai vu. Merci beaucoup. Je vais rebondir de toute façon sur ce que vous venez de dire. En fait, moi, ma question, c'était juste, puisque ça m'arrive assez souvent de travailler avec des industriels, et la question de la ressource, elle est assez centrale dans les processus industriels. Ici, on a beaucoup parlé de méthodes, de business model, de processus, un peu de ressources aussi, mais ce qui m'interpelle un peu, c'est que finalement, on voit beaucoup de plastique, par exemple, chez Salomon. On voit la question de l'eau, du déchet chez Suez, qui pose le problème du renouvellement, justement. On rentre encore plus dans la problématique avec le travail, votre travail, Baptiste. Mais du coup, la ressource, elle va aussi se raréfier, notamment au niveau de l'eau. J'ai pas eu l'impression que c'était... c'est pas forcément le point central de votre présentation, mais est-ce que c'est pas finalement un peu un point focal du fait que le business va vraiment devenir beaucoup plus complexe à assurer dans les années à venir? Si je peux répondre peut-être sur l'eau avant de laisser Salomon sur le plastique. En fait, l'eau, c'est quand même une ressource à la base qui est renouvelable. Le problème, c'est le fait qu'on puise trop au même endroit, mais en soi, l'eau n'est pas une ressource finie. Donc ça, c'est important de le dire parce que ça doit... dire qu'on manque d'eau, c'est un peu une fatalité et c'est pas s'interroger sur la façon justement dont on gère la ressource. Donc nous, il y aura toujours de l'eau à traiter, donc c'est pas tellement sur l'eau qu'on va avoir ce type de considération. Ça peut être sur les déchets plutôt, par contre. Puisque dès lors on est dans une économie plus circulaire, qu'on a plus une durée de vie des produits plus long, on va plutôt avoir ce problème de manque de ressources entre guillemets dans les déchets. Mais j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. Le métier commence à évoluer, donc on travaille nous aussi sur des solutions de modélisation pour de la déconstruction, par exemple d'immeubles. Donc grâce aux méthodes BIM, on peut modéliser la déconstruction d'un bâtiment pour derrière permettre d'utiliser ces matériaux ailleurs dans la ville. Donc on va petit à petit se transformer en trader de ressources, en fait, ou en conseil en éco-conception, puisqu'on saura comment traiter les matériaux en fin de vie. Donc le métier va évoluer plutôt dans ce sens-là. Oui, chez Salomon, on commence tout juste à mettre le nez dans la poubelle, parce que on est, comme disaient nos philosophes ce matin, on a tous ce rêve de croissance, d'hypercroissance, et c'était d'autant pire lorsqu'on était coté en bourse. Donc avec l'arrivée des Chinois, justement, ce qu'on nous fait miroiter, c'est le fait de ne plus être coté en bourse, mais on va être soumis à d'autres types d'investisseurs. Donc peut-être d'avoir une réflexion un peu plus moyen terme sur ce qui va se passer au niveau de notre innovation.
peut-être qu'au-delà de faire uniquement de la traçabilité de ce qu'on utilise, on va pouvoir commencer à sélectionner un petit peu mieux les choses, à faire des choix, tout en sachant que le problème, il n'est pas tant dans les plastiques aujourd'hui, il est surtout dans les méthodes d'assemblage, c'est-à-dire les colles. Et dans le monde du textile, ça va être les systèmes de couture. Alors il y a des fils qui sont fusibles, qu'on peut faire fondre à l'aide de micro-ondes. Donc désassembler les pièces, c'est déjà un pas intéressant vers un meilleur recyclage. Mais dans le monde de la chaussure et dans le monde du ski, il y a un usage de colle, je ne vous fais pas un dessin, c'est atroce. Et si on ne met pas ces colles, on ne peut pas créer de la performance. Donc aujourd'hui, le problème, il va être sur cette chimie-là, avant de s'attaquer vraiment au plastique. Et puis, juste pour terminer sur l'eau, parce que grâce au fait de parcourir la montagne un peu dans tous les sens, on voit que l'hydratation, c'est un gros sujet pour nous. Emmener de l'eau avec soi en montagne, consommer de l'eau directement dans la nature, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un réel sujet de recherche pour nous. Donc, voilà, on s'est rencontrés aussi, on pourra peut-être en discuter. Voilà.